L'Iran ne va pas se rendre face à l'Occident. En réalité, il a pratiquement vaincu les États-Unis. Les États-Unis ont vraiment braqué les Chinois. On les a insultés, on les a menacés, et franchement, leur patience envers Trump et son administration est à bout. C'est la Chine qui a les cartes en main. Bienvenue dans un nouvel épisode de World Affairs in Context. Je suis votre animatrice, Lena Petrova. Je suis ravie d'accueillir à nouveau dans l'émission Larry Johnson. Larry est un ancien analyste de la CIA et un ancien responsable du département d'État, spécialisé dans la lutte contre le terrorisme, les opérations de renseignement et la politique étrangère américaine. Comme nos auditeurs le savent bien, Larry tient un excellent Substack, Son of the New American Revolution, un incontournable. Je mettrai le lien dans la description ci-dessous, j'en suis vraiment fan. Allez voir ça et abonnez-vous surtout. Larry, ravi de te retrouver dans l'émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis content de ne pas avoir épuisé mon accueil la dernière fois. Non, je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous. C'est un privilège de vous recevoir. Alors, Larry, on vient d'avoir les derniers chiffres de l'inflation et en avril, elle a accéléré directement à cause de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. C'est donc désormais officiel, les Américains paient bel et bien le prix de l'interventionnisme de Trump, alors que lui-même se trouve actuellement à Pékin. Trump est bien sûr politiquement affaibli. À mon avis, aucun gain stratégique en Iran, aucun progrès diplomatique dans la guerre par procuration contre la Russie via l'Ukraine. Son taux d'approbation a atteint un nouveau plus bas, moins 21 selon The Economist. Pékin, bien sûr, est parfaitement au courant de tout ça et a la possibilité d'utiliser ses propres leviers. Sur votre Substack, vous écrivez que l'administration Trump ne s'est même pas préparée diplomatiquement à la rencontre avec Xi. Et quand Trump a atterri à Pékin mercredi, j'ai remarqué que Xi Jinping n'est pas venu personnellement à l'aéroport pour l'accueillir. Donc, la guerre en Iran sera sans doute au cœur de la rencontre entre Trump et Xi. Quelle est votre lecture de l'état actuel de la guerre choisie par Trump contre l'Iran? Est-ce qu'elle est en pause pendant qu'il est en Chine? Qu'est-ce qui se passe exactement? Expliquez-nous un peu la situation actuelle, bien sûr. Oui, la guerre en Iran est en pause, jusqu'à ce que Trump décolle de Chine vendredi. Et à ce moment-là, je m'attends à ce que les États-Unis lancent de nouvelles attaques, de nouvelles frappes aériennes contre l'Iran. Ils pourraient aussi tenter quelque chose au sol, mais ce serait une mission suicide s'ils le faisaient. Ce serait une catastrophe. Ça ne ferait qu'aggraver les problèmes de Trump, pas les résoudre. Mais il a temporisé, parce que la Chine l'a en quelque sorte menacé en lui disant « Si tu attaques l'Iran, n'envisage même pas de venir. On ne te recevra pas. » Parce qu'en coulisses, la Chine et la Russie travaillent étroitement avec le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et l'Iran pour mettre en place ce qu'on appellerait une nouvelle architecture de sécurité pour le Golfe Persique. Le but, c'est de pousser les États-Unis dehors pour qu'ils ne soient plus la puissance influente dans cette région et de placer tout ça, disons, sous le contrôle, ou plutôt la tutelle, de la Russie et de la Chine. Il y a aussi les actions secrètes menées en coulisses entre la Chine et le Pakistan. Et vous savez, les États-Unis ont approché le Pakistan pour qu'ils prennent contact avec l'Iran parce qu'ils voulaient faire cesser les combats puisqu'ils étaient en train de perdre. Ils ne l'admettront jamais publiquement, mais c'est bien ce qui se passait. Les Pakistanais ont donc parlé aux Chinois, les Chinois ont parlé aux Russes, et depuis, ils travaillent de manière coordonnée pour essayer, en gros, de mettre fin à la guerre, de rouvrir le détroit d'Ormuz, mais cette fois sous le contrôle de l'Iran.
C'est ce que l'Iran a dit très clairement. Ce point-là n'est pas négociable. Ce qui est intéressant dans le voyage de Trump en Chine, c'est que les Chinois ne semblent pas y accorder beaucoup d'importance. Par exemple, un ami m'a envoyé une photo qu'il tenait d'un de ses amis qui apparaissait dans un petit film. Il était à Pékin, donc c'était il y a environ 24 heures. Il roulait depuis l'aéroport jusqu'au centre de Pékin, et tout le long de la route, sur les lampadaires, il y avait des drapeaux, le drapeau chinois et le drapeau iranien, pas le drapeau américain. Ils avaient pourtant quelques heures pour, disons, les enlever et les remplacer par le drapeau des États-Unis, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait. Alors quand Trump est arrivé de nuit, il n'a peut-être pas vu ça. Mais c'est un message subtil que la Chine envoie. L'autre chose, comme vous l'avez remarqué, c'est que Xi Jinping n'a fait aucun effort pour aller accueillir Trump à l'aéroport. Contrairement à la fois où Poutine est venu pour une rencontre, il y a 2 ou 3 ans, Xi était bien à l'aéroport. Regardez ce qui va se passer quand Poutine arrivera dans quelques semaines. Xi sera à l'aéroport. En première page du China Times, c'est un journal en langue chinoise. Attendez, je veux juste vérifier le nom exact. Voilà, c'était le China Daily. Le titre principal de ce journal, c'est « Les relations sino-tadjiques entrent dans une nouvelle phase ». Donc, les liens entre la Chine et le Tadjikistan entrent dans une nouvelle étape. C'est l'article principal. Et sur le côté, laissez-moi agrandir un peu, sur le côté, on peut lire « Xi gère les relations sino-américaines dans un contexte mondial incertain ». Ah oui, tu crois? Donc oui, les Chinois montrent clairement que tu sais, les États-Unis, eux, n'ont pas raison. Mais c'est ce qu'ils pensent. Dans le même esprit, sur les grandes plateformes de réseaux sociaux, c'était un autre signe intéressant. Voyons lequel est-ce. C'est sur les sites de la CCTV et de Xinhua. Il n'y a absolument rien, pas une seule mention de la visite de Trump à Pékin. Les Chinois envoient donc un message très clair. Ce n'est pas une rencontre de haut niveau, ni un événement important. Trump fait comme si c'en était un, mais les Chinois ne le traitent pas de cette façon. Et les États-Unis abordent cette réunion avec beaucoup de fausses idées. Ils partent du principe, d'abord, que le blocus a effectivement coupé la Chine du pétrole iranien et qu'elle n'a aucune alternative. Boum, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, la Chine achète plus de pétrole à la Russie et au Brésil. Oui, au Brésil. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de creuser un peu hier, mais le Brésil produit à peu près autant de pétrole par jour que l'Iran. Et il y a toujours du pétrole iranien qui part vers la Chine. Parce qu'en réalité, les États-Unis n'ont pas réussi à bloquer complètement ces flux. Mais au fond, tout ça montre une chose. Les États-Unis ont vraiment braqué les Chinois. On les a insultés, on les a menacés, et franchement, leur patience envers Trump et son administration est à bout. Scott Bessent continue d'essayer de leur balancer des sanctions. En fait, juste hier, ils ont annoncé, avant que Trump ne parte, qu'ils sanctionnaient 3 personnes et 9 entreprises en Chine parce qu'elles recevaient du pétrole, qu'elles en achetaient à l'Iran. Et les autorités chinoises avaient déjà dit à ces entreprises, « Si les États-Unis font ça, dites-leur, en gros, d'aller se faire voir. On ne reconnaîtra pas ces sanctions, on ne les acceptera pas, pas du tout. » Donc, la réunion va être tendue. Mais vous voyez, Trump fait le dur en public. Sauf que quand les portes se ferment et qu'il se retrouve face à un dirigeant qui lui dit, en substance, « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu nous insultes et tu nous manques de respect comme ça? » Là, il se dégonfle. Il s'excuse, il dit, « Oh, désolé, on ne voulait pas dire ça. » Et puis il s'en sort en esquivant, comme toujours.
Trump emmène avec lui en Chine plusieurs grands patrons, dont Elon Musk et Jensen Huang de Nvidia. Il y aura aussi Tim Cook d'Apple, Larry Fink de BlackRock, ainsi que les PDG de Blackstone et de Boeing. Mais comme vous l'avez rappelé, il y a environ un mois, Trump a sanctionné les raffineries chinoises pour avoir traité du pétrole iranien. Oui, c'est ça. Donc, on est clairement dans une approche du type « la carotte et le bâton ». Non? Est-ce que Trump espère maintenant que Pékin va mordre à l'hameçon, se tourner vers la perspective d'une coopération économique élargie, tout en étant sous sanctions américaines et oublier complètement la guerre avec l'Iran? Eh bien, la Chine détient les cartes. Par exemple, pour Tesla, elle peut facilement rendre les produits de Tesla moins compétitifs. Au départ, Tesla avait négocié pour être exempté des droits de douane, mais les Chinois ont dit « Très bien, appliquez les tarifs. Vous imposez des droits sur nos voitures, alors les mêmes tarifs s'appliqueront à Tesla. » Pour Apple, c'est un peu différent. Foxconn, qui est un grand sous-traitant d'Apple, crée beaucoup d'emplois en Chine, et les autorités chinoises ont accepté de faire quelques concessions à ce niveau-là. Mais en parallèle, la Chine développe sa propre technologie avec Huawei, et sur certains aspects, Huawei dépasse même Apple. Donc c'est pas comme si c'était le seul acteur sur le marché. C'est pour ça qu'il est crucial pour Apple, comme pour Tesla, de rester compétitif en Chine, parce que c'est là que se trouve le grand marché. Plus d'1 milliard, environ 1,3 milliard de personnes. Et c'est pareil quand on parle de pays comme l'Inde, que Trump a aussi sanctionné. C'est le pays le plus peuplé du monde, et il va continuer à croître. Leur taux de natalité n'est pas maîtrisé. Donc voilà. Et puis il a fait venir Boeing. Je suis sûr que les Chinois vont dire à Boeing, « Désolé, mais ce que vous vendez ne nous intéresse pas. On achète maintenant à la Russie. La Russie fabrique ses propres avions, ses moteurs à réaction et toutes les pièces localement. Donc elle ne peut pas être sanctionnée. » Avant, Boeing faisait partie des sanctions contre la Chine, et je pense qu'ils ont brûlé des ponts qui ne seront pas reconstruits. Trump s'entoure de chefs d'entreprise qui n'ont aucun levier sur la Chine. C'est même l'inverse. Ils vont tous devoir, en gros, faire la queue pour aller lécher les bottes de quelques Pékingois. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au tout début de cette conversation. Vous avez affirmé que, pour l'essentiel, la guerre est en pause en Iran pendant sa visite et qu'il est raisonnable de s'attendre à une attaque contre l'Iran dès son retour à Washington. Et récemment, j'ai vu des informations faisant état du déploiement d'un sous-marin nucléaire depuis le 2 mai. Bien sûr, c'est vous l'expert, Larry, donc corrigez-moi si je me trompe. Mais ces sous-marins sont conçus de the pace. Indétectables, n'est-ce pas? Donc leur position doit rester inconnue. Cette annonce publique devient en fait un outil de pression, un moyen de contraindre l'Iran, tout en envoyant un signal sur la possibilité d'une escalade supplémentaire. Quelle est votre opinion sur ces déploiements de sous-marins nucléaires, y compris la présence signalée de l'USS Alaska dans la région? Oui, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas le genre de choses qu'ils devraient annoncer publiquement s'ils comptent vraiment s'en servir. Parce qu'une fois qu'on sait où elle se trouve, les Russes et les Chinois ont tous les deux des satellites capables de la repérer, de la suivre, et ils ont aussi des systèmes capables de la détruire. Et la dernière chose qu'on veut, c'est qu'un sous-marin américain se retrouve coincé dans la zone méditerranéenne. C'est un espace restreint. Ce n'est pas comme s'ils avaient des kilomètres pour se déplacer et se cacher. C'est encore un exemple de Trump qui pense pouvoir menacer l'Iran en disant « Ok, il y a des sous-marins nucléaires dans le coin », sauf qu'il a dit il y a 2 semaines qu'il n'utiliserait jamais l'arme nucléaire. Alors, est-ce qu'il ment? Peut-être bien.
So is he lying? Perhaps. You know, they have to now take in the fact he may be lying. Ils doivent maintenant prendre en compte le fait qu'il peut mentir. Mais ça ne change rien à la position de l'Iran. L'Iran ne va pas se rendre face à l'Occident. En réalité, il a d'une certaine manière déjà vaincu les États-Unis. Comme l'a souligné Robert Kagan dans son récent article publié dans The Atlantic, c'est une défaite dévastatrice pour les États-Unis, infligée par les Iraniens. Et je suis d'accord avec cette partie de l'analyse de Kagan. Mais il cherchait aussi, en gros, à défendre l'idée qu'il faudrait une invasion terrestre plus massive de l'Iran, affronter l'Iran sur le terrain, ce qui est complètement insensé. Ce serait un Gallipoli multiplié par 2, voire par 10. Quant à la situation de la guerre, du point de vue iranien, ils sont prêts à riposter. Si les États-Unis attaquent les premiers, ils répliqueront contre tous les pays arabes du Golfe, ainsi que contre les bases américaines en Jordanie et Israël. Et voilà ce qu'on a appris maintenant. Israël n'a plus vraiment de défense aérienne efficace. C'est fini. Les États-Unis, eux, ont presque épuisé leur stock d'intercepteurs de missiles Patriot, les PAC-3, ainsi que les intercepteurs THAAD. Avec un peu de chance, il leur reste 10% de réserve, pas plus. Donc cette guerre pourrait très vite s'étendre, devenir incontrôlable, ou passer à un tout autre niveau. Et pendant que tout ça se déroule, la fermeture du détroit d'Ormuz commence à avoir un impact économique mondial. Ça commence à se faire sentir, et ça touche déjà les États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Voyons, où est-ce que j'ai ça? Voilà. Les pénuries de... Alors, la société Mosaic Mining, elle, produit des engrais. Mosaic Mining Company that does fertilizers. So Mosaic is actually a mining company that in the area. Alors, Mosaic, c'est en fait une entreprise minière qui se trouve dans la région où je vis, à Bradenton, Sarasota, dans le comté de Manatee. Mais elle est aussi présente dans d'autres zones. C'est une exploitation assez étendue. Elle produit aussi des engrais parce qu'elle extrait du phosphate. Elle fait de l'exploitation de phosphate. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils sont à court de stock. Et d'ailleurs, leur PDG vient d'annoncer les résultats du premier trimestre. Ils ont perdu 373 millions de dollars. La raison, c'est le prix du soufre, qui est l'une des principales matières premières venant du Golfe Persique. 35% de cette production est aujourd'hui hors marché, donc les prix ont grimpé en flèche et cette exploitation minière fait maintenant face à une énorme hausse de ses coûts. Costco et Walmart viennent d'être informés qu'ils n'auront plus d'huile. Si vous allez dans le rayon automobile, vous pouvez acheter des bidons d'huile pour faire votre propre vidange. Beaucoup de gens aiment encore le faire eux-mêmes. Eh bien, ils découvrent maintenant que les étagères sont vides. Leurs fournisseurs, principalement Mobil et Shell, viennent de les prévenir. Ils n'ont plus cette huile. Ils n'en ont tout simplement plus en stock. Toyota, d'après ce qu'on entend, s'apprête à envoyer un bulletin de service aujourd'hui ou demain pour dire, en gros, vous pouvez utiliser de l'huile 20 au lieu de 8 ou 16, parce que l'usine Shell Pearl GTL de Ras Laffan au Qatar est complètement à l'arrêt. Autrement dit, elle a été détruite. Elle ne produit plus rien. Donc il y a tous ces problèmes économiques qui s'enchaînent. Les effets vont se faire sentir. En ce moment, le prix de l'essence à la pompe a augmenté d'environ 50 centimes, je crois. Rien que la semaine dernière. Là, ça s'est stabilisé. C'est un peu redescendu. Alors on se demande pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils libèrent du pétrole de la réserve stratégique pour essayer de freiner la hausse des prix. Mais ça va durer une semaine, pas plus. Et ensuite, boum, les prix vont repartir à la hausse. Donc en gros, dans un mois, vous paierez environ $1 de plus. Et cet effet sur les prix se répercute dans toute l'économie. Vous avez vu ce que Trump a dit avant de monter dans l'avion hier. On lui a demandé « Et le coût de la vie, comment ça touche les Américains ?» Et il a répondu en gros « Je m'en fiche, c'est pas mon problème. » Les gens étaient sidérés. Il n'a pas dit exactement ce mot-là, mais c'était tout comme.
but he might as well have. He basically told the American people, En gros, il a dit au peuple américain, « Je m'en fiche, vous avez des problèmes économiques, tant pis. » Et il justifie ça en disant, « J'ai empêché l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. » Alors même que l'Iran n'avait aucune intention d'en construire une. Donc à mon avis, ça va devenir bien pire pour Trump. Il s'est trompé dans ses calculs. Il pense, et on lui dit parfois, que ce ne sont que des phénomènes temporaires. Mais ce n'est pas le cas. Lena, je ne peux pas assez insister là-dessus. Nous n'avons aucun précédent historique qui nous permette de dire « Regardez ce qui s'est passé la dernière fois que 5 matières premières essentielles ont vu leur approvisionnement baisser de 20 à 35%. » Du pétrole, du gaz naturel liquéfié, de l'hélium, de l'urée, du soufre. Et les gens ne pensent peut-être pas beaucoup à l'urée, à l'hélium ou au soufre aujourd'hui. Mais en réalité, ce sont des éléments essentiels dans les processus industriels, dans le raffinage du pétrole, dans la fabrication de puces électroniques. Ils ont toutes sortes d'usages. Et le fait qu'il y ait maintenant une pénurie, que les gens doivent payer plus cher pour ces produits, ça fait grimper le prix de ce qu'ils fabriquent. Et ça, c'est de l'inflation. Et c'est pas 3. Ce n'est pas 3,8%. Ça peut aller de 15 à 20%, voire plus. Oui, vous savez, moi j'en fais déjà l'expérience. J'ai 2 Rottweiler, un mâle et une femelle, tous les deux avec un bon appétit. Alors, on leur donne de la nourriture crue, de la viande crue, des œufs et tout ça. Le rouleau de viande hachée de 2 kilos que j'achète à peu près toutes les 2 semaines, il me coûtait 14,50 $ il y a 1 an. La semaine dernière au magasin, 21,50 $. Oui, donc ça a bien augmenté. Je dirais d'environ 40, presque 50%. Oui. Et après, on nous dit que l'inflation n'est que de 3,2%. N'importe quoi. L'essence a augmenté bien plus que ça. Et une des façons dont ils s'en sortent, c'est en disant « Ah, on ne va pas compter la nourriture et le carburant dans les statistiques de l'inflation. » Oui, d'accord, très bien. Ne comptons pas les choses que les gens mangent et utilisent vraiment, hein. Comptons plutôt ce qu'ils n'achètent pas. C'est juste absurde. Absolument. Et c'est intéressant de voir que Trump écarte complètement la flambée de l'inflation alors que les élections de mi-mandat approchent. Je pense donc qu'il sera intéressant de voir comment la situation économique va se refléter dans ces élections. Mais tu as mentionné quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Tu as dit que globalement, les stocks de munitions et d'intercepteurs de défense aérienne ont été épuisés et n'ont pas été reconstitués. Or, dans le même temps, on sait que Trump vient de rejeter la proposition de l'Iran, la qualifiant, je cite, d'inacceptable. Alors sur quoi misent les États-Unis et Israël, sachant que leurs capacités militaires ont été gravement réduites, endommagées et, soyons francs, exposées comme incapables d'infliger une défaite stratégique à l'Iran? Sur quoi compte-t-il exactement? Pourquoi refuse-t-il de s'engager vraiment sur la voie diplomatique? Et pourquoi persiste-t-il dans cette logique de confrontation, malgré la réalité sur le terrain? Mais vous avez utilisé le mot-clé « parier ». Parier, c'est une forme de quoi? De jeu d'argent. Vous savez, on pourrait presque passer la vieille chanson de Frank Sinatra, « Luck be a lady tonight ». C'est exactement là-dessus qu'il mise. Il mise sur l'espoir, sans aucun fondement réel. Il ne regarde pas les données factuelles, les chiffres concrets. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez le missile Tomahawk, un missile de croisière qui peut être lancé depuis des sous-marins, des navires, mais aussi depuis des avions. Et puis il y a le JASSM, le missile air-sol à longue portée. Celui-là est lancé depuis un F-35. C'est un peu comme un missile de croisière. Du côté de la défense, on a le PAC-3 qui est un intercepteur du système de missiles Patriot et le THAAD.
Alors le nombre total de PAC-3 produits depuis 2015 est probablement d'environ 6600. Et je veux que vous compreniez que ces missiles PAC-3, à chaque fois qu'il y a une menace entrante, on en tire 2 contre cette menace. Donc si vous avez 6600 missiles, ils peuvent en théorie intercepter jusqu'à 3300 missiles balistiques ou drones. Ensuite, on se demande, d'accord, comment ont-ils été répartis? Eh bien, on sait qu'environ 2000 de ces 6600 ont été vendus à des gouvernements étrangers, à des pays comme la Corée du Sud, l'Australie ou l'Allemagne. Donc ça nous ramène à environ 4600. Bon, d'accord. Maintenant, les États-Unis peuvent intercepter jusqu'à 2300 missiles. On est passé d'une capacité de 3300 à seulement 2300 missiles. Ensuite, on en a donné 1000 autres, des PAC-3, à l'Ukraine. D'accord? Donc là, on tombe à 3600. Vous voyez où je veux en venir. Puis en juin dernier, il y a eu cette guerre de 12 jours, où Israël et les États-Unis ont de nouveau mené une attaque surprise contre l'Iran. Ils ont utilisé encore 1000 de ces missiles. Donc aujourd'hui, pour les PAC-3, il reste probablement à peine 10% du stock initial de 6600. Et combien en produisent-ils chaque mois? Environ 60 à 70 par mois, peut-être, quand tout va bien. Donc en réalité, on est plutôt entre 50 et 60. Mais alors de quoi ont-ils besoin pour fabriquer ces intercepteurs? Ils ont besoin de ce qu'on appelle des terres rares. Et qui détient ces terres rares? Eh bien, c'est la Chine. Et la Chine restreint l'exportation de ces terres rares depuis plus d'1 an et demi à cause de Trump et de ses droits de douane. Ils ont très mal réagi à ces tarifs. Du coup, au moment même où nos stocks de Tomahawk, de JASSM, de Patriot 3, Miskero 3, et la Chine dit non. Non, vous voulez qu'on vous donne des terres rares ou qu'on vous en vende pour ensuite fabriquer des armes que vous allez utiliser contre nous? Non, ça n'arrivera pas. Et c'est là que se trouve Trump. Il essaye de supplier pour ça. Mais ces terres rares, c'est un énorme coup porté à ce qu'il reste de l'industrie américaine et des secteurs de haute technologie. Et donc pareil, s'ils reprennent leurs attaques contre l'Iran, le résultat, ce sera une diminution encore plus rapide de stocks déjà limités de ces armes essentielles, les Tomahawk, les JASSM, mais aussi les PAC-3 et les THAAD. Alors j'ai dit, il n'y a aucune stratégie là-dedans. Ce type joue, il parie. C'est comme s'il jouait au strip poker. Il est déjà en caleçon, d'accord? Avec la situation que vous venez de décrire, et sachant que Trump refuse d'accepter, enfin, je ne m'attendrai pas à ce qu'il accepte les conditions proposées par l'Iran, mais on pourrait au moins s'attendre à ce que son administration engage une forme de diplomatie d'échange, de concessions réciproques avec l'Iran. Or, il ne le fait pas non plus. Et la situation que vous venez de décrire, est-ce qu'elle n'augmente pas le risque que les États-Unis ou même Israël utilisent une arme nucléaire tactique contre l'Iran? Pas forcément. Oui, je serais plus frustré, c'est sûr. Mais encore une fois, utiliser l'arme nucléaire pour atteindre cet objectif. Si on parle d'utiliser une bombe nucléaire contre les villes souterraines où sont fabriqués les missiles balistiques, ceux-là même qui sont ensuite tirés, eh bien on va vite se rendre compte que ces installations ont été construites pour résister à une attaque nucléaire. Donc une attaque nucléaire contre elles ne ferait qu'une chose: placer les États-Unis dans la position d'avoir frappé les premiers. Nous avons été les seuls à utiliser une arme nucléaire. Et là, on recommencerait. Et à ce moment-là, on verrait la Chine, le Pakistan, la Russie, la Corée du Nord, tous des pays dotés de l'arme nucléaire, se dire qu'ils pourraient devoir l'utiliser contre les États-Unis.
et il pourrait même y avoir des menaces directes adressées à Washington. Si vous osez employer une arme nucléaire, vous exposez à être frappé par le même type d'arme. Tu sais, ça va être extrêmement frustrant. Mais je pense que la réalité, c'est que Trump, s'il veut s'en sortir à peu près intact, il va devoir accepter les conditions de l'Iran. Et ces conditions, c'est clair, lever les sanctions contre eux et débloquer leurs avoirs. Beaucoup d'Américains ne comprennent pas que ces avoirs gelés, c'est en fait de l'argent que l'Iran a versé à des entreprises américaines, à des fabricants, pour acheter certains systèmes d'armes, des avions et d'autres équipements. Et quand le Shah a été renversé, les États-Unis ont dit « bon, on gèle tout ça ». En gros, on a pris leur argent, ils avaient payé pour quelque chose, mais on refuse de le livrer. Et l'Iran a répondu « non, ça marche pas comme ça. Soit vous nous rendez tout l'argent qu'on vous a versé, avec les intérêts, soit vous nous donnez ce qu'on a acheté. » C'est un dilemme intéressant sur ce point-là. Ils veulent que les sanctions soient levées immédiatement. Ils veulent que la guerre s'arrête. Ils veulent qu'Israël soit empêché de tuer des Palestiniens et des Libanais. Et là-dessus, l'Iran ne lâche rien. C'est un point non négociable. Ils n'accepteront pas d'y renoncer. Ensuite, ils veulent aussi des réparations. En gros, payer pour ce que vous avez détruit dans notre pays. Et enfin, ils disent qu'on parlera de la quantité d'uranium qu'ils enrichissent et tout le reste une fois que ces autres questions seront réglées. Et l'Iran ne recule pas là-dessus et ne reculera pas. Donc la question c'est, est-ce qu'on veut faire un accord avec eux pour que cette guerre s'arrête? Parce qu'à un moment, ça va devenir tellement coûteux pour les États-Unis qu'on ne pourra plus le supporter. Certains médias occidentaux pensent que Trump pourrait essayer de faire pression sur la Chine pour convaincre Téhéran d'accepter les conditions américaines. Mais quand on parle de l'influence réelle de Trump sur la Chine, on peut dire qu'il n'a pas beaucoup de cartes en main. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et à mon avis aussi, il semble plus probable que ce soit la Chine qui pousse Trump à mettre fin en pratique à son blocus du détroit d'Ormuz. Ce blocus a évidemment aggravé la crise d'approvisionnement pour tout le monde à l'échelle mondiale. Alors, selon vous, quel rôle la Chine va-t-elle jouer cette semaine pour tenter de sortir de cette crise provoquée par l'administration Trump? Oui, eh bien, je pense que l'administration Trump a fait un beau cadeau à l'Iran. Jusqu'au 15 avril, le détroit d'Ormuz était fermé parce que les Iraniens le bloquaient et menaçaient les navires qui tentaient de passer. Mais maintenant, le pays qui menace les navires s'ils essayent de sortir, c'est les États-Unis. Donc aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui portent la responsabilité de ce qui est en train de se transformer en une catastrophe économique mondiale, qui mènera à une dépression pire encore que celle de 1929. Et dans ce contexte, le message de la Chine aux États-Unis sera très simple. Vous devez mettre fin à ce blocus. Ce que vous faites est illégal. Vous aggravez la situation. Vous voyez, l'Iran est déjà prêt à laisser passer les navires venant d'Inde ou de Chine, ou ceux qui se dirigent vers ces pays, ainsi que vers le Japon. Tous ceux qui ont accepté de ne pas laisser leur territoire être utilisé pour soutenir les attaques américaines ou israéliennes contre l'Iran pourront circuler librement. Mais si les navires sont liés à Israël ou aux États-Unis, ils n'auront pas le droit d'y accéder. Et ça ne changera pas. Tant que les États-Unis maintiendront le blocus, en lançant essentiellement des menaces verbales du genre « faites demi-tour, sinon », la plupart des navires obéissent et font demi-tour. Du coup, cela fait porter la responsabilité aux États-Unis pour le chaos économique que cela provoque.
Exactement. Si on aborde la question sous l'angle de la compétition entre grandes puissances, la stratégie de sécurité nationale de l'administration Trump pour 2025 a bien identifié la Chine comme un défi majeur et un concurrent de même niveau. Et dans une vidéo devenue célèbre, Pete Huxley affirmait que dans tous les jeux de guerre, les États-Unis sont en réalité incapables de vaincre la Chine. Alors, maintenant qu'on a connu une première phase de guerre contre l'Iran en juin 2025 et qu'on est un peu en pause cette année, quelles conclusions, selon vous, la Chine a-t-elle pu tirer en observant la défaite stratégique de Trump dans cette guerre contre l'Iran et quelles leçons ou quels enseignements pensez-vous qu'elle pourrait appliquer en vue d'une éventuelle confrontation directe avec les États-Unis d'Amérique? Les États-Unis peuvent être battus, et assez facilement. Et la feuille de route existe déjà. On l'a vu se dessiner avec ce qui s'est passé quand Trump a lancé l'opération Rough Rider en mer Rouge en mars 2025. L'opération a duré 7 semaines, et en mai, Trump a déclaré la victoire, affirmant que les Houthis s'étaient rendus. Il a ensuite ordonné aux porte-avions américains de quitter la mer Rouge. Mais les Houthis ne s'étaient pas rendus. Ils contrôlaient toujours l'accès au port israélien, et tout navire qui s'y dirigeait était attaqué et coulé, ou attaqué et forcé de faire demi-tour. Alors si vous êtes la Chine et que vous observez ça, vous voyez bien que les États-Unis avaient des limites. Ils n'ont pas pu vaincre les Houthis. Et pourtant, les Houthis n'étaient pas considérés comme l'une des grandes armées ou marines du monde. Et ensuite, il y a eu la guerre de 12 jours. Encore une fois, on voit les limites des systèmes de défense aérienne américains, le Patriot 3, le PAC-3 et le THAAD. Et maintenant, on a vu ce qui s'est passé. D'abord, la tentative de déclencher une révolution de couleur début janvier qui a échoué, puis cette attaque surprise et furtive contre l'Iran. Après 5 semaines de guerre, pendant lesquelles les États-Unis ont bombardé sans relâche, on a bien vu qu'ils ne pouvaient pas engager de troupes au sol. C'était trop risqué, et leur marine a dû rester loin des côtes, parce que s'ils s'approchaient trop, ils se faisaient couler. Alors, du point de vue de la Chine, je suis sûr qu'ils disent aux Iraniens, « Continuez. Laissez-les tirer leurs missiles sur vous, parce que chaque missile qui tire sur vous, c'est un missile de moins qu'ils pourront tirer sur nous. Et à un moment donné, on va épuiser les États-Unis au point qu'ils ne pourront plus riposter efficacement. » C'est là que tout ça mène. Concernant la visite en Chine et la façon dont elle pourrait influencer le cours de la guerre contre l'Iran, à ton avis, qu'est-ce qui attend Trump là-bas et quels résultats tu espères de cette visite? Est-ce que ce sera simplement une séance photo ou bien il reviendra avec quelque chose de vraiment concret? Non, et ce sera à peine une séance photo. Les photos seront prises, bien sûr, mais elle n'aura pas un grand sourire jusqu'aux oreilles. Ils ne vont pas non plus se faire une grosse accolade. L'administration Trump va se rendre compte que ce qu'elle veut de la Chine, c'est que la Chine recommence à acheter des bons du Trésor américain. Elle veut aussi que la Chine achète à nouveau du soja américain. Et plus largement, qu'elle achète plusieurs produits américains, notamment des produits agricoles, et même, vous savez, des moteurs d'avions Boeing. Mais ils vont découvrir que la Chine leur répondra « Nous ne sommes plus intéressés par l'achat de votre soja. » On reçoit déjà beaucoup du Brésil, et là-bas, on n'a pas besoin de payer en dollars. On paye avec notre propre monnaie, le yuan. L'effort des États-Unis pour les pousser à faire pression sur l'Iran va se retourner contre eux. Les Chinois vont être très clairs, ils ne feront aucune pression sur l'Iran. Au contraire, ils le soutiennent.
Ils ont décidé d'appuyer totalement l'Iran pendant toute cette guerre. Donc, la visite de Trump va être très frustrante. Il n'y aura aucune déclaration conciliante de la part des Chinois. Larry, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'était une conversation vraiment passionnante, comme toujours. Je sais que nos téléspectateurs seraient ravis de te revoir très bientôt dans l'émission et j'espère que tu reviendras. J'ai hâte de te recevoir à nouveau. Vous êtes vraiment gentil. Je suis heureux que vous trouviez mes propos intéressants. Alors je continuerai à vous inviter et je serai là. Et j'encourage aussi nos téléspectateurs à aller voir votre blog sonar21.com ainsi que votre page Substack. Je mettrai les deux liens dans la description juste en dessous. Très bien, Nana. Merci beaucoup.